Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Droit en débat pour parler de l'affaire Manuela y Otros, Manuela et autres contre le Salvador. Alors c'est une affaire dont l'audience s'est tenue à la Cour interaméricaine des droits de l'homme au Costa Rica les 10 et 11 mars 2021. Alors au sommaire, une femme, Manuela, condamnée pour homicide, des ONG intervenantes et une présidente de cour en conflit d'intérêts. Il faut qu'on vous en parle dans le droit en débat et pour cela je suis ce soir avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ. Ah Nicolas, vous étiez au Costa Rica cette semaine? Alors non, j'étais en visio. À l'heure de la Covid, tout se fait par Zoom, même l'audience en fait. Oui, l'audience a eu lieu, du coup l'audience de cette affaire a eu lieu jeudi et vendredi, c'est ça? Mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, oui. Et donc, oui. Et vous avez regardé ça, donc vous avez suivi les audiences sur Zoom. Oui, alors le CLJ intervient dans cette affaire, dans l'affaire Manuela contre le Salvador. Et Manuela, donc c'est une femme donc qui est déjà décédée depuis 11 ans, qui est décédée d'un cancer quand elle était en prison. Et elle avait été condamnée pour avoir tué son fils nouveau-né, donc chez elle en le mettant dans la fosse septique. Elle a été condamnée au Salvador et du coup 2 ans après son décès, des ONG, en particulier le Centre pour les droits reproductifs, une ONG d'origine nord-américaine qui est largement financée par l'Open Society, ont déposé une requête à la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour dire qu'en fait, si Manuela avait dû, entre guillemets, faire un infanticide, c'est qu'elle n'avait pas accès au droit à l'avortement au Salvador, puisqu'en fait l'avortement est interdit au Salvador. Donc cette ONG a un peu instrumentalisé cette affaire Manuela pour que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, donc qui est l'équivalent de la Cour européenne en Europe, pour que cette Cour interaméricaine reconnaisse l'existence d'un droit à l'avortement. Ah, vous avez esquissé à peu près tout ce dont on va parler. Je voudrais qu'on revienne sur le fait que l'AFP a fait une dépêche pour parler de ces affaires et j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce qu'ils en disent. Je lis la dépêche AFP donc, qui a été reprise par le Figaro. Je pense que c'est intéressant parce qu'il traite l'affaire d'une certaine manière et il y a peut-être des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Donc il est écrit que cette jeune femme, comme vous l'avez dit, a été condamnée à 30 ans de prison pour donc, c'est ce qui était qualifié d'homicide aggravé. Manuela est morte, attachée à son lit le 30 avril 2010 dans le service pénitentiaire de l'hôpital national de San Salvador où elle était soignée pour un cancer de la lymphe. Et donc, ce que je demande, c'est que l'on rende justice à ma famille et à ma maman, que l'on ne fasse plus subir à d'autres ce qu'ils ont fait à ma maman. Fin de citation, a déclaré le fils aîné de Manuela, âgé de 21 ans, lors d'une conférence de presse. Et donc l'AFP poursuit. L'arrêt de la Cour qui siège à San José au Costa Rica pourrait n'être rendu que dans 1 an. C'est la première fois qu'un cas de condamnation pour avortement au Salvador est porté devant la Cour, souligne Catalina Martinez, directrice de l'ONG, alors je l'ai dit, d'Amérique latine, l'ONG Centre des droits de reproduction. Oui, alors tout ça effectivement, c'est faux. En fait, il y a absolument personne en prison au Salvador condamné pour avortement. Donc l'avortement est condamné par une peine de 8 ans de prison au Salvador, mais absolument aucun cas de femme condamnée pour avortement n'existe au Salvador. Et même il y a 10 ans, c'était le cas. Et Manuela n'a pas été condamnée pour avortement. Elle avait un enfant qui était déjà né, c'est ça. Et elle l'a tué. Donc en fait, rien que le titre de l'article du Figaro qui reprend la dépêche de l'AFP, une femme condamnée pour avortement. Oui, c'est ça. Une Cour internationale examine le cas d'une salvatorienne condamnée pour avortement, mais l'article précise bien quand même qu'elle a été condamnée pour homicide aggravé, donc une personne née vivante. Oui, il y a beaucoup de confusion, mais en fait l'article reprend pour l'essentiel les arguments de l'ONG, le Centre pour les droits reproductifs, l'ONG qui est requérante. Et en fait, cette ONG a commencé par avancer l'argument que je vous donnais de elle a dû tuer son enfant puisqu'en fait elle n'avait pas pu avorter avant. Et ensuite, cette ONG se rendant compte que le fait de justifier un infanticide, donc le fait de justifier le meurtre d'un nouveau-né n'était pas très populaire, elle s'est mise un petit peu à changer son argumentaire et à dire en fait c'est pas vraiment ce qui s'est passé, Manuela a été condamnée pour infanticide, mais on n'est pas sûr qu'elle a vraiment tué le bébé, etc. Et il y avait un des problèmes majeurs de l'audience mercredi et jeudi,
c'était qu'en fait, la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est permis de réouvrir le procès, d'interroger différents experts scientifiques, médicaux, qui ont voulu essayer de convaincre la Cour que en fait, les faits n'ont pas été établis correctement par les juridictions au Salvador, qu'en fait, les circonstances de la grossesse n'étaient pas celles-là. Donc en fait, tous les faits ont été contestés par l'ONG requérante et la Cour a tenu une audience pendant 2 jours qui, pour l'essentiel, en fait, s'est concentrée sur les faits, alors que le rôle d'une Cour régionale des droits de l'homme, donc c'est comme en Europe, c'est pas de, on va pas voir cette cour quand quelqu'un a tué son voisin pour savoir si la personne a vraiment tué son voisin ou pas. En fait, ça se passe au tribunal pénal. Ensuite, la personne peut faire appel, donc c'est ce qui s'est passé au Salvador. Elle peut aller ensuite en cassation et seulement à l'issue de toute cette procédure, il peut se poser dans une affaire des questions qui touchent aux droits de l'homme et les cours régionales de droits de l'homme, donc la Cour interaméricaine ou la Cour européenne, sont chargées de ces questions-là de droits de l'homme. Et donc, en fait, elles doivent tenir une audience sur ces questions-là, puis ensuite juger sur ces questions-là. Alors que là, en fait, cette cour a été utilisée par le Centre pour les droits reproductifs pour en fait, réouvrir un procès, puisque la fin du procès ne leur convenait pas. C'est ça que les gens peuvent comprendre, qui est un peu délicat, mais c'est que les cours internationales de justice comme ça sont pas censées refaire l'affaire, pas revérifier la réalité des faits ou juger. C'est vraiment, elles doivent juger en droit. Est-ce qu'au regard des droits de l'homme, la décision est conforme ou non? Et alors justement, c'est ça que vous retenez de l'audience? Ils se sont concentrés sur ce qui s'est passé réellement et pas sur des questions de droits de l'homme? Oui, c'est ça. Et du coup, ils n'ont pas vraiment répondu aux 2 questions majeures qui concernent et qui touchent aux droits de l'homme du coup de cette affaire. Bien que ce soit, je trouve, indirectement lié au cas de Manuela, mais en tout cas, c'est comme ça que la requête a été communiquée par la Cour. Donc les 2 questions, c'est est-ce que en droit de l'homme, l'avortement doit être protégé? Est-ce qu'il existe un droit à l'avortement? Il existe un droit à la vie, mais certaines ONG veulent faire émerger l'idée d'un droit à l'avortement qui ferait partie de la vie privée. Donc ça, c'est une question de droit de l'homme. Et la deuxième question, c'est est-ce que, toujours en fonction des droits de l'homme, les États doivent dépénaliser l'infanticide néonatal lorsqu'une femme est en détresse. Donc voilà, on nous a déjà présenté l'avortement donc il y a depuis des dizaines d'années comme une solution pour les femmes en détresse. Là, c'est la question de l'infanticide, donc l'enfant est déjà né. Est-ce que c'est une bonne réponse pour la détresse d'une femme, ou en tout cas quand une femme pratique cet infanticide, quand elle tue son enfant, est-ce qu'elle doit être condamnée ou pas par un tribunal? Donc ça, c'est les 2 questions. C'est des questions graves, hein, c'est quand même assez hallucinant que des juridictions internationales se posent la question de savoir s'il faut pénaliser ou pas le meurtre d'un enfant. Mais en tout cas, c'est les 2 questions qui se posent sous l'angle des droits de l'homme, mais absolument pas la question de savoir si Manuela a vraiment commis ou pas un infanticide. Ça, c'est une question qui est déjà tranchée pour une femme qui est déjà décédée depuis 11 ans. Donc c'est un petit peu trop tard. Justement, la dépêche AFP dit donc qu'elle est décédée, Manuela, le 30 avril 2010. En lisant la suite de la dépêche, on voit qu'il y a donc plusieurs ONG, donc le Centre des droits reproductifs. Il y a aussi le groupe citoyen salvadorien pour la dépénalisation de l'avortement. Et puis la dernière qui veut Fondation pour l'application du droit. Comment se fait-ce qu'une personne décédée depuis plus de 10 ans voit son affaire quand même introduite à la Cour interaméricaine des droits de l'homme? Voilà, et qu'il y ait autant d'ONG qui s'impliquent. Qui a lancé ce recours auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme? Alors c'est le Centre pour les droits reproductifs avec une partie de la famille dont vous aviez cité dans les ayants droit. Le fils qui parle au nom de sa maman. Et donc cette ONG, le Centre pour les droits reproductifs, en fait est nord-américaine et agit un peu partout dans le monde pour faire reconnaître pour légaliser en fait l'avortement. Et donc elle agit là cette fois devant cette cour interaméricaine. D'accord. Et il y en a donc beaucoup d'autres. Est-ce que c'est exceptionnel? Beaucoup d'autres qui soutiennent le recours de cette ONG en tant que tierce partie, en tant que, on dit, ami de la cour. Donc officiellement un amicus curiae, donc un ami de la cour, il vient apporter une expertise ou une opinion à la cour sur une affaire. Donc c'est ce que fait le CLJ.
C'est ce que fait le CLJ et c'est ce que font beaucoup d'autres ONG. Et là, en l'occurrence, dans cette affaire, de nombreuses ONG progressistes viennent apporter leur soutien à la requête en tant qu'amis de la Cour. Donc, ils viennent soutenir l'argumentaire. Donc, on va voir les questions que ça pose. Le droit en débat avec le CLJ sur RCF Alsace. Donc, beaucoup d'ONG et j'ai appris donc que le CLJ avait écrit une lettre à la présidente de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Madame Elisabeth Odio Benito, qui siégerait a priori en conflit d'intérêts. Est-ce que vous pourriez expliquer, Nicolas, aux auditeurs ? Oui, alors déjà, le CLJ, ça fait un petit moment que le CLJ s'occupe des questions d'impartialité de la justice, puisque nous agissons habituellement à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Après avoir fait un rapport sur une dizaine d'années, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait de nombreuses affaires, donc 88 exactement, sur 10 ans, où des juges siégeaient pour trancher donc, un litige entre deux parties, alors même qu'ils avaient des liens étroits avec l'une des parties. Donc en fait, c'est des liens associatifs, puisqu'en fait, dans toutes ces cours, il y a des ONG... des ONG déposent des requêtes et des ONG interviennent dans la procédure. Et ensuite, les juges, même quand ils sont anciennement membres d'une ONG, peuvent trancher une requête entre cette même ONG et un État. Et donc là, au Salvador, pour la Cour interaméricaine des droits de l'homme, nous nous sommes rendus compte que en fait, la situation était largement pire à première vue, sans avoir fait un rapport encore complet dessus. La situation paraît vraiment pire, puisqu'en fait, l'Open Society, donc l'organisation de George Soros, a une puissance financière particulièrement forte là-bas, et elle finance à la fois l'ONG qui a déposé la requête à la Cour pour la famille de Manuela. Le Centre des droits reproductifs. Voilà. Elle finance aussi une ONG dont la présidente de la Cour est membre, toujours actuellement membre, c'est affiché sur son CV officiel, et anciennement elle faisait même partie des dirigeants de cette ONG. Et donc voilà, pour cette présidente de la Cour, ça pose une question de conflit d'intérêts, puisqu'elle va siéger pour trancher un litige entre deux parties, alors même qu'elle est membre d'une ONG qui est financée par la même fondation que celle qui finance l'ONG Requérante. Et quand je dis financée, c'est pas de dons de quelques dizaines d'euros. Évidemment, c'est des centaines de milliers d'euros par an. Donc c'est un financement qui rend ces ONG dépendantes financièrement de cette fondation. Donc il y a ce problème pour cette présidente de la Cour, et c'est pour cette raison qu'il y a un mois, nous lui avons envoyé une lettre pour lui demander des éclaircissements et lui demander si elle allait vraiment siéger dans l'affaire. Bon, en tout cas, elle a présidé l'audience qui a eu lieu cette semaine. Elle va sans doute siéger. Elle n'a pas répondu à notre lettre, mais c'est une lettre qui pose quand même des questions d'impartialité grave, et si on n'apporte pas des réponses à ces questions, en fait, le jugement sera dépourvu d'autorité. Je pense que pour finir, on peut encore une fois essayer d'éclairer au mieux nos auditeurs, puisque le CLJ aussi fait des tierces interventions à la Cour européenne des droits de l'homme, est aussi ami de la Cour, mais que les auditeurs comprennent bien le problème du conflit d'intérêts, c'est-à-dire que cette juge à la Cour interaméricaine des droits de l'homme est membre d'une association financée par l'Open Society Foundation, et elle traite d'une requête financée aussi par l'Open Society Foundation. Par une association financée. Et donc, on ne dit pas, on ne sait pas qu'elle va forcément trancher dans le sens favorable à cette ONG, mais c'est une question d'apparence. C'est ça, c'est le fait que, en fait, elle ne donne pas l'impression d'être neutre. C'est ça ce principe de respect des apparences. Et alors il y a cette question de conflit d'intérêts, puis en fait c'est vrai que sa neutralité, en fait elle a été vraiment militante de l'avortement aussi par ailleurs avant, et d'autres associations plus locales lui ont demandé de se retirer de cette affaire pour cette raison. Mais sur l'Open Society, on a même en fait dénoncé des problèmes plus vastes à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, puisqu'en fait l'Open Society finance chaque année l'organisation des États américains, donc, dont dépend la Cour. Donc en Europe, c'est le Conseil de l'Europe dont dépend la Cour européenne. Pour les États du continent américain, c'est l'organisation des États américains dont dépend la Cour interaméricaine. Et l'Open Society finance directement cette organisation, en fait, qui ne se contente pas d'avoir des financements d'État,
mais aussi des financements privés, dont l'Open Society est le principal de ces financements privés. Et j'ai même vu qu'en fait, l'Open Society donnait chaque année 2 fois plus d'argent à l'organisation des États américains que le Salvador. Donc en fait, là, on est dans une affaire où il y a le réseau de l'Open Society face au Salvador qui doit être tranché par la Cour interaméricaine. Et l'Open Society donne 2 fois plus d'argent à l'organisation dont dépend la Cour, alors que déjà le fait que cette organisation accepte des financements privés est déjà contestable. Mais si en plus ce sont des montants comme ça, et si en plus les mêmes qui donnent des financements déposent ensuite des requêtes qui doivent être tranchées par la Cour, voilà, on sait plus trop si le jugement de la Cour, ça va être le communiqué de presse d'une ONG sur l'avortement et sur ce qu'elle pense de l'avortement, ou si c'est vraiment une vraie Cour avec des vrais juges et qui tranchent un litige en fonction de conventions internationales des droits de l'homme. Et en tout cas, le fait qu'un organisme privé finance 2 fois plus l'organisation qu'un État, ça a de quoi quand même déjà interroger. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces éclaircissements, et puis je vous dis à tous les auditeurs à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Droit en débat. Très bonne soirée sur RCF Alsace.